Et dans votre carrefour de l'information à l'occasion de la Journée internationale de l'autisme, le GAMP organise un webinaire pour le thème « Quelle maison pour l'autisme ?» Cinzia Agoni, porte-parole du GAMP et présidente de l'association Info Autisme. C'est aussi la maman d'un jeune adulte autiste, Giuliano. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Ce sera avec plaisir, bien évidemment. Madame Agoni, vous faisez partie des experts invités lors des auditions du Parlement dans le cadre des recommandations pour la résolution autisme. Alors, une première question, si vous voulez bien, d'ordre général. Comment est-ce qu'on peut définir l'autisme pour ceux qui n'ont pas une idée précise? Alors, l'autisme est essentiellement défini comme un handicap d'origine neurodéveloppementale, biologique, donc génétique éventuellement, qui se caractérise par une altération des capacités de communication, que ce soit verbale ou non verbale, et d'interaction donc sociale, la compréhension des codes sociaux, la compréhension aussi du langage non verbal, etc. Donc tout ce qui a à voir avec les relations. Et aussi par un caractère plutôt restreint, répétitif des intérêts et des activités. Donc, les personnes autistes, par exemple, quand elles s'intéressent à quelque chose, eh bien, elles sont très focalisées sur des sujets particuliers et peuvent effectivement se concentrer pendant très longtemps sur un même sujet ou sur une même activité, donc assez répétitif. À côté de cela, aussi, on a identifié des troubles de la perception sensorielle, donc tous les sens seraient affectés. Souvent le toucher, bien sûr, mais aussi le goût, l'odorat, l'ouïe aussi, et parfois aussi la vue. C'est au fait la manière dont le cerveau intègre les stimuli sensoriels extérieurs qui est un peu perturbée. Et donc, on peut avoir des personnes qui ne ressentent pas, par exemple, la douleur ou qui la ressentent de manière beaucoup plus prononcée. Voilà, il y a 50 000 exemples, mais donc c'est vraiment un trouble plutôt envahissant. Ce n'est pas une maladie mentale, mais ça reste un handicap. Un handicap assez important. Alors, comment, justement, se comporte un autiste dans la société? Ça, c'est très difficile à dire parce qu'il y a autant de formes d'autisme que des personnes avec autisme. Il y a évidemment des comportements qui sont assez similaires d'une personne à l'autre, d'un enfant à l'autre. Aussi, ça dépend des troubles associés, s'il y a parfois de la déficience intellectuelle qui peut aussi être associée. Mais en tout cas, ce sont des personnes qui d'abord ne comprennent pas les codes sociaux. Par exemple, ils peuvent ne pas vous regarder dans les yeux parce que ça ne leur dit rien. Le langage, la communication ne passe pas par ce langage verbal qui est celui des yeux et des gestes. Ce sont des personnes donc qui peuvent avoir des réactions un peu bizarres, un peu différentes. Bon, l'autisme n'est pas un handicap très visible, sauf s'il y a d'autres troubles associés. Mais donc, ce qui est par contre plus visible, c'est un comportement social et communicationnel différent. Donc, il y a des personnes qui parlent bien, d'autres qui ne parlent pas du tout, qui paraissent bien intelligentes, mais qui n'arrivent pas à s'exprimer. D'autres qui ont par exemple des réactions bizarres, qui ont des comportements bizarres, par exemple répétitifs au niveau des gestes, au niveau de l'utilisation de certains objets de manière un peu particulière. Certaines des personnes qui parlent, par exemple, peuvent parler tout le temps de la même chose et peuvent surtout ne pas se rendre compte. Donc, il faut dire que ce n'est pas du tout volontaire, c'est leur fonctionnement. Ils peuvent ne pas se rendre compte que, par exemple, les autres les regardent d'une manière particulière aussi, ou qu'ils agacent leur entourage. Donc, il y a plusieurs manifestations, effectivement. C'est souvent le citoyen lambda qui ne connaît pas l'autisme va trouver que ces personnes sont bizarres, ont un comportement dans les interactions sociales qui est très bizarre. Justement, bonjour Madame Cinzia Agoni. Bonjour. Vous parlez des citoyens. Comment les personnes autistes sont perçues dans la société? Est-ce qu'on est en 2021, est-ce ils sont encore stigmatisés? Ah oui, tout à fait. En fait, je pense qu'il manque encore malgré tout. Je pense que les associations ont fait beaucoup de travail d'information et il faut être tout le temps sur le terrain, tout le temps. Il faudrait même des campagnes de sensibilisation. C'est ce que l'on essaie de faire évidemment avec nos petits moyens
pour le 2 avril chaque année. Mais comment elles sont perçues? Ben, en général, le citoyen lambda, comme on dit, sans être critique, ne connaît pas l'autisme. On en parle de plus en plus. Je trouve qu'il y a maintenant quand même dans les médias, il y a plus d'attention par rapport à l'autisme. Et puis, nous avons quelques représentants, disons, de la cause de l'autisme qui sont assez médiatisés. En pensant à Joseph Chovanec, Hugo Rio, mais encore maintenant plus récemment avec The Voice, pensons à notre Lou Bolland, qui a une forme d'autisme aussi. Donc, petit à petit, je pense qu'on en parle de plus en plus. Mais ça reste quand même encore un domaine... C'est quoi les préjugés qui reviennent le plus autour des personnes autistes? Alors, les préjugés, c'est que ce sont des personnes, par exemple, qui ne veulent pas faire l'effort. Ou qui sont mal élevés. Hein. Quand on voit des enfants autistes, par exemple, un des comportements classiques, c'est les petites crises. Hein. Ils font des crises parce qu'ils ne comprennent pas. Ils vivent dans un monde qu'ils ne comprennent pas, et donc il faut tout leur expliquer, mais parfois on a des imprévus, c'est difficile. Et donc souvent, au niveau des imprévus, ce sont des enfants ou des personnes adultes qui ont des problèmes de comportement. Et donc, ces problèmes de comportement sont visibles. Le préjugé, c'est qu'ils sont dangereux, sont violents, ils font peur, etc. Donc, il y a plusieurs préjugés là-dessus. On a des parents qui sont souvent critiqués en rue parce qu'un enfant fait une crise et voilà, les gens disent oui, mais enfin, c'est quand même, vous devriez le contrôler un peu mieux, vous devriez l'éduquer mieux, etc. C'est souvent ce genre de préjugés-là auxquels nous sommes confrontés. Parce que le handicap n'étant pas visible, c'est plus compliqué. Ouais. Voilà, c'est compliqué aussi à expliquer. Nous avons fait une petite carte, par exemple, pour les parents, hein, qui a porté et a donné aux gens quand l'enfant fait une crise particulière et qu'on n'a pas le temps d'expliquer aux gens autour. Hein. Mais le regard, je pense que le regard de l'autre n'est pas en principe méchant, mais il faut pouvoir expliquer aux gens. Et si justement, quels sont les gestes qu'on pourrait avoir pour ne pas faire en sorte que les personnes autistes se sentent trop différentes? Écoutez, je pense que l'information, c'est la première chose. D'abord, il faut qu'on puisse informer sur les difficultés que ces personnes connaissent. Moi, je vous fais un exemple, parce que je pense que c'est important de dire qu'on peut faire des choses. Quand j'ai eu le diagnostic d'autisme de mon fils, il avait 10 ans et demi, il ne sortait pas encore tout seul, il commençait. Et dans le quartier, nous avons averti tous les voisins. Donc, nous avons fait une réunion dans laquelle on a invité tous les voisins. On a dit, ben voilà, venez boire un verre, on vous explique le handicap de notre enfant. Et on vous explique ce qu'il faut faire et éventuellement pas faire. D'abord, je pense qu'il ne faut pas être brusque avec des personnes qui ont de l'autisme, surtout quand ils sont dans une situation un peu où ils ont un comportement vraiment étrange et qui pourrait présager une crise. Donc, les traiter avec beaucoup de bienveillance, n'est pas hausser le ton, jamais. Hein. Donc, n'est pas hausser le ton, n'est pas vouloir les dominer ou à tout prix leur faire quelque chose que souvent ils ne comprennent même pas. Donc, au fait, c'est les accompagner dans leurs différences. Je pense que l'acceptation est la première chose à faire, la première chose importante, et ensuite, surtout s'informer auprès des personnes qui les connaissent bien. Je pense que ça, c'est fondamental aussi. Maintenant, ces personnes sont différentes. Ils vont se sentir, même quand ils peuvent s'exprimer, ils le disent, je me sens différent des autres. Cette différence-là, nous ne pourrons pas l'effacer. Par contre, nous pouvons et devons l'accepter et faire en sorte que, ben voilà, l'autisme fait partie de l'humanité et donc faire en sorte que ces personnes puissent être plus à l'aise dans la société avec des aménagements raisonnables, notamment. Et comment on peut expliquer que le diagnostic d'une personne autiste se fasse aussi tard? Vous parlez de 10 ans et demi pour votre fils. Eh bien, là, c'était il y a longtemps, mais c'est vrai qu'encore aujourd'hui, je pense que l'âge moyen du diagnostic est encore relativement élevé. Donc, là où il y a une forme franche d'autisme, où l'enfant ne parle pas, l'enfant ne regarde pas, il a vraiment des comportements très bizarres, c'est clair qu'on peut arriver à un diagnostic entre 3 et 4 ans. Normalement, on devrait pouvoir dépister beaucoup plus tôt. Et c'est ça, au fait, notre combat, c'est le dépistage. Non pas pour avoir un diagnostic à 1 an et demi nécessairement, mais pour pouvoir déjà agir avec un accompagnement et une prise en charge adaptée, et déjà pouvoir pas guérir de l'autisme l'enfant parce qu'il restera autiste, mais faire en sorte qu'avec la plasticité du cerveau, certains apprentissages puissent s'installer très vite
Et une fois qu'il s'installe très vite, ben, l'enfant va rester autiste, mais il ne va pas être surhandicapé plus tard, à l'âge adulte notamment. Donc par le manque justement d'éducation adaptée. Alors, Cinzia Agoni, nous sommes à la veille de la journée internationale de l'autisme. En quoi cette journée, comme celle de demain, est-elle aussi importante? Eh bien, comme je dis, une fois par an, au moins, il est important de faire un focus. Bon, on ne peut pas faire un focus sur l'autisme tout le temps, mais une fois par an, je pense que c'est important. Et donc, c'est très important de retaper sur le clou par rapport à l'information, par rapport à la sensibilisation. Et donc, pour nous, cette année, c'est particulièrement important parce qu'on a eu des avancées au niveau parlementaire, parce qu'il y a des avancées, je dirais, au niveau gouvernemental aussi. En tout cas, il y a une volonté de faire quelque chose qui a été bien affiché en début de législature, il y a 2 ans, bien affiché par le ministre actuel ici à Bruxelles. Donc, cette année-ci, c'est plus important peut-être que les autres années. En plus, on est en plein confinement et voilà. Et il ne nous est pas possible de faire des manifestations, des activités à l'extérieur, mais donc on travaille beaucoup sur les réseaux sociaux et au niveau médiatique, si évidemment l'occasion nous est donnée. Alors, je pense que vous serez d'accord avec moi, il ne faut pas attendre une journée internationale de l'autisme pour en parler. Pourquoi avoir choisi à présent un thème comme « Quelle maison pour l'autisme » pour le webinaire organisé par le GAMP ce soir à 19h? Eh bien, c'est un peu... il y a un côté un peu provocateur là-dedans, parce qu'en fait, c'est un engagement du nouveau gouvernement. Bon, 2 ans sont passés, nous ne voyons encore toujours rien, et on ne sait pas encore très bien quelle forme prendra cette maison de l'autisme. Mais c'est un engagement gouvernemental, donc on a envie de pousser un peu, voilà, le monde politique et dire, ben voilà, qu'est-ce qu'allons-nous faire avec cette maison de l'autisme tant annoncée? Je sais qu'il y a une étude en cours, et donc ce que l'on va faire, c'est que nous avons déjà fait une enquête auprès des parents pour voir quels sont leurs besoins, qu'est-ce qu'ils voudraient voir dans cette maison de l'autisme. On la conçoit effectivement d'abord comme un lieu d'information, un lieu aussi de rencontre entre parents et professionnels. Mais voilà, concrètement, quel service, quel projet elle pourra porter cette maison de l'autisme. Et donc, avec ce webinaire, on va donner aussi la parole, et c'est pour ça qu'on le fait avec un lien, enfin, on ne le fait pas en live Facebook, mais avec ce webinaire, on va donner aussi la parole aux personnes qui seront présentes, aux parents, pour compléter notre enquête qui a déjà été faite, en tout cas, précédemment. Voilà. Alors, depuis que vous avez commencé votre lutte pour le bien-être des personnes autistes dans la société, quels sont les progrès que vous avez constatés? Alors, ça fait vous 20 ans. parlez d'avancées parlementaires, oui. Justement. Ça fait 20 ans, je pense qu'il y a eu effectivement des avancées. Il y a une beaucoup plus grande conscientisation du monde politique à la question de l'autisme. Il y a eu des services qui se sont ouverts, que nous avons soutenus, pas assez à notre goût, donc le combat continue. Mais je dirais que voilà, il y a eu cette résolution du Parlement en 2019 qui... bon, même si elle n'est pas contraignante, mais qui a quand même balisé un certain travail qui doit être fait au niveau de l'autisme. Et maintenant, 2 ans après, nous avons des recommandations qui vont plus un peu en profondeur dans le détail par rapport à ce qui devrait être fait. Donc c'est assez complet, ce qu'on a reçu est assez complet, et on espère que le monde politique suive, enfin. Alors j'ai quand même une question, un constat. Capitale de l'Europe, Bruxelles, et avec ce déficit toujours aussi criant d'établissements ou d'écoles spécialisées pour les enfants autistes. C'est paradoxal. Écoutez, c'est paradoxal. Oui, il y a un grand manque, mais je pense que sur Bruxelles, ce n'est pas que pour l'autisme. Donc, il y a vraiment un grand manque de services adaptés. Ce que nous dénonçons davantage, c'est vraiment les services adaptés, c'est-à-dire avec des prises en charge qui sont en ligne avec les recommandations nationales et internationales pour l'autisme. Nous avons un gros problème dans le monde francophone, donc y compris Bruxelles, c'est que nous avons encore des services qui ne suivent pas ces recommandations, qui donc sont subsidiés avec l'argent des citoyens, avec nos taxes, mais qui sont subsidiés, mais qui n'utilisent pas encore suffisamment les bonnes pratiques que nous préconisons. Nous n'avons pas, par exemple, d'école qui enseigne l'ABA, l'analyse du comportement appliqué. Nous faisons venir de France des formateurs pour former les parents à ces techniques, à l'ABA et OPEX, qui est le système de communication par échange d'images, qui permet donc aux personnes autistes qui ne parlent pas de pouvoir communiquer par image. Donc nous organisons, des formations à nos frais, avec des dons de fondations, etc., et ça, je trouve que c'est l'État qui devrait fournir ce genre de services. Donc, oui,
il y a encore beaucoup à faire. Je pense que nous sommes sur la bonne voie, mais que si nous lâchons, si nous arrêtons de sensibiliser, ben, on n'ira pas très loin. Donc, on va continuer. En tout cas, tant que je suis en vie, je continuerai. Vous continuerez. En tout cas, on l'a bien entendu. On arrive tout doucement à la fin de l'entretien. Quel est le message que vous voudriez faire passer à tous ceux qui nous écoutent pour encore un petit peu plus les sensibiliser sur la problématique de l'autisme? Mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. L'autisme fait partie de la diversité humaine. L'autisme comme le handicap en général. Et finalement, c'est à nous, valides, personnes valides dites normales, hein, je dis bien dites entre guillemets parce que personne n'est vraiment normale, c'est à nous de faire en sorte que toutes les personnes soient acceptées. Je pense que si les personnes autistes comme les personnes qui ont un handicap de grande dépendance, si on parvient à les intégrer, à les inclure, même pas intégrer, les inclure dans la société comme tout à chacun et à les accepter telles qu'elles sont, avec les aides et les soutiens nécessaires, bien on pourra intégrer tout le monde. Voilà, c'était donc la conclusion de Cinzia Agoni, porte-parole du GAMP et présidente de l'association Info Autisme. Vous êtes aussi la maman d'un jeune adulte avec autisme, Giuliano. Merci en tout cas d'être venu nous présenter un petit peu cette journée internationale de l'autisme. Merci à vous. Et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de votre Carrefour de l'info.